Bienvenue à tous au troisième épisode de K-Podcast où j'ai l'énorme plaisir de vous faire voyager un petit peu et nous allons au Canada et nous allons découvrir Thierry Pardo. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, j'ai eu la chance de découvrir par pur hasard ton activité sur les réseaux sociaux, sur Facebook. En plein confinement 2020, au mois de mars, je tombe sur Piraterie éducative, où il y avait un petit film, il y avait une petite animation à ce sujet qui m'a énormément interpellée. Et voilà où j'ai commencé à te découvrir, à découvrir les travaux que tu avais déjà effectués, la générosité aussi avec laquelle tu partages les informations, tu fais des lives assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'avais très envie de pouvoir t'interviewer et faire découvrir un petit peu plus justement ce que tu fais et ta vision un petit peu sur l'éducation pirate. Donc avant de te demander de te présenter brièvement, j'aimerais principalement te remercier d'accepter cette interview et voilà. Bien, merci à toi pour l'invitation. Donc Thierry, qui es-tu? D'où vient cette envie et cette idée de créer, ou en tout cas de partager avec le monde cette idée de piraterie éducative? Quelle est l'origine de tout ce projet? Ben, écoute, je pense que si je voulais être vraiment honnête, je dirais que ça viendrait de ma propre souffrance scolaire, en fait. Euh, Dans le sens où, évidemment, je ne le théorisais pas à l'école, quand j'étais trop jeune pour ça, mais j'avais quand même ce sentiment un petit peu que tout ce que je savais faire, ou tout ce que je voulais faire, ou tout ce qui me portait, on me le demandait pas. Et tout ce qu'on me demandait, moi, je l'avais pas, quoi. Donc, donc tu finis par intégrer, tu sais que c'est ta faute, en fait, que c'est toi qui est pas bon. Regarde le nombre de gens, tu vois, qui disent ah, mais moi, je suis nul en maths. Tu vois, en fait, il dirait jamais les mathématiques scolaires, la façon dont c'est enseigné, etc. J'ai pas accroché. Ils ont intégré l'idée que c'est eux qui sont nuls, tu vois. Et, euh, et ça, tu vois, c'est dramatique parce qu'une éducation qui te fait penser que tu es nul, tu vois, ça devrait pas exister, quoi, tu vois. Donc, voilà, alors ça peut être en maths, ça peut être en français, ça peut être, il y a plein de gens qui disent je suis nul en orthographe, je suis nul, bon, je suis nul, quoi. Tu vois. Et, et en fait, tu grandis, tu fais des trucs, tu vis des aventures, tu rencontres des gens, ça, puis tu te rends compte que t'es pas si nul, en fait, tu vois. Que, que finalement, tu sais quand même faire un ou deux trucs, tu vois. Oui. Et évidemment, tu t'interroges sur ce système-là, tu vois, qui te dit, mais comment ça se fait que... Voilà. Donc, moi, après, j'ai travaillé comme éducateur à l'environnement. J'ai été longtemps à accueillir des classes vertes, tu sais, des classes de découverte et tout ça. À l'époque, j'avais des enfants pendant 15 jours, 3 semaines. Tu sais, c'était des grandes... Et c'est ça, oui, là, c'est pareil. Ils se sont rendus compte que, bon, quand il fallait aller dans la mare, aller chercher des larves de libellules, etc., c'était pas forcément le premier ou la première de la classe qui plongeait le premier. C'était souvent, tu vois, le petit loulou du fond qui foutait le bordel, qui lui y allait plus facilement. Et que ces qualités-là, finalement, à la fois d'initiative, de courage, d'énergie, etc., et pouvaient pas être valorisées dans une éducation strictement intellectuelle. Et donc, j'ai fini par me dire que on pouvait offrir aux enfants des environnements qui leur permettaient de pas se sentir nuls, quoi. Voilà. Et de pas en plus ça culpabilise les parents. En fait, du coup, toute la famille se sent mal parce que l'enfant n'a pas les bons résultats à l'école. Mais tu vois, mais en fait, c'est ça, c'est que c'est toujours un rapport au système, tu vois, qu'il faut interroger. Donc voilà. Puis je pense que l'enfant nul par excellence, tu sais, ça n'existe pas, tu vois, je veux dire, c'est toujours une histoire d'environnement, quoi. Un point fort ou un point où il Mm -hmm. s'exprime Ouais, avec. le nul absolu, tu sais, ça, en tout cas, ça veut rien dire, quoi. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, il y a beaucoup de souffrance dans tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui au niveau Ouais. scolaire.
il y a beaucoup de souffrance. Et puis après, au-delà de la souffrance, parce que tu peux être à l'école et ne pas souffrir, mais il se trouve que quand même, on peut faire le constat assez rapide que c'est un environnement qui est assez appauvri, tu vois, malgré les efforts des profs pour pouvoir sortir ou quoi que ce soit. C'est quand même, bon, un espace clinique, tu vois, dans lequel on a essayé qu'il n'arrive rien aux enfants, et ça a marché, il leur arrive rien, quoi. C'est ça. Il y a vraiment un Voilà. conditionnement aussi. Voilà, et puis, comme on apprend de son environnement, en fait, on apprend de ce qu'on vit beaucoup plus de ce qu'on nous dit, quoi, hein. Donc, tu sais, on le voit très bien quand un parent dit à son enfant arrête de crier et que lui-même crie. Évidemment, ça peut pas marcher parce que tu vois, il fait l'inverse de ce qu'il demande, quoi. Et bon, ben là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'école te promet une libération, te promet une émancipation, te promet une ouverture sur le monde, une culture, à condition de venir t'enfermer 8 heures par jour dans une classe, tu vois. T'as la même promesse trahie avec Internet, tu vois. Tu peux visiter tous les musées du monde de façon virtuelle à condition d'être assis devant ton ordinateur, tu vois. En gros, tu peux aller partout à condition de ne pas bouger, tu vois. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on te promet émancipation, libération, esprit critique et tout ça, à condition de bien écouter le cours sur l'esprit critique. T'as, t'as la, tu vois, un des sujets que sûrement d'autres intervenants que tu as pu interroger ont peut-être abordé, c'est les histoires de consentement, tu vois, en ce moment, c'est quand même une notion qui est importante parce qu'elle a sans doute pas suffisamment été, tu vois, pendant trop longtemps. Mais voilà, ces histoires de consentement, euh, à l'école, on va te faire un cours sur le consentement, tu vois, mais avec une horaire obligatoire. On va t'en parler le mardi matin alors que toi, tu n'avais rien demandé. On t'a demandé d'être à l'heure, sinon tu as une punition ou c'est un mot de retard ou je sais pas quoi. Et là, une fois arrivé à l'heure avec le prof que tu n'as pas choisi, dans un environnement que tu n'as pas choisi, et de façon notée alors que tu n'as pas choisi ni de lettres, ni avec des condisciples que tu n'as pas choisi, etc., on te fait une leçon sur le consentement, tu vois. Donc, voilà. Euh, tu vois, bah, on pourrait multiplier les exemples, mais tu vois, en France, avec tout ce qui s'est passé récemment et les questions de liberté d'expression, du coup, les profs pensent que si eux ont une liberté d'expression, ça va ruisseler comme la richesse, tu vois, sur les enfants qui, eux, finiront bien par l'avoir. Mais par contre, le fait de dire aux enfants, ben, on est pour la liberté d'expression, donc allez-y, faites des Charlie Hebdo de l'école où on voit des profs à poil avec une carotte, tu vois, etc. Eh ben, ça non, ça vous n'avez pas le droit, tu vois. La liberté d'expression, c'est celle qu'on vous explique, mais on ne vous demande pas de la vivre, tu vois, voilà. Alors, c'est tout cet environnement-là qui, malgré tout ce qu'on te raconte, fait en sorte que ben, tout bêtement, tu le vis pas, quoi. Voilà, on te l'explique, mais tu le vis pas, quoi. Mm. Et du coup, l'éducation pirate. Alors c'est ça, c'est-à-dire que quand on se retrouve face à des situations qui sont compliquées comme ça, et puis qui sont historiques et qui ont tout un tas de fondements de défenseurs, bon, etc., tu te dis soit j'essaye de changer le système, tu vois, par l'intérieur en devenant moi prof, etc., mais tu vois, ça devient un parcours du combattant, en fait. Et puis, tu as un impact sur les élèves que tu fréquentes. Et ouais, au mieux, parce qu'il faut des autorisations, des machins, etc., c'est compliqué. Euh, Soit tu essayes de passer par l'extérieur, tu vois, les syndicats, les parents d'élèves, etc. Et là, au bout de la 17e réunion, tu auras le droit de changer la couleur du ballon, tu vois. Donc ça, c'est... Voilà. Et soit tu te dis, OK, je vais vous laisser jouer entre vous et je vais partir ailleurs, faire autre chose autrement, quoi. Et je vais aller me trouver des espaces, des lieux, des gens avec qui je peux vivre une liberté sans avoir à me battre. Alors, à l'arrivée, tu deviens un peu marginal et donc forcément, tu es toujours en train de t'expliquer, comme tous les marginaux. Mais au moins, tu n'es pas en train de te battre contre un système. Tu te dis, bah, écoutez, faites bien ce que vous voulez dans vos écoles. Moi, j'ai choisi d'aller vivre autrement, ailleurs, faire autre chose, etc. C'est pas tant que j'ai besoin de me battre contre vous. Simplement, euh, il se trouve que, vu que je suis marginal, vous allez systématiquement m'attaquer, tu vois, de façon souvent de mauvaise foi. Alors, on est obligé de devenir un peu pirate, quoi, un peu combattant, tu vois, pour expliquer ses choix, pour se défendre de tout ça. Tu vas avoir, tu vois, par exemple, tous les gens qui font l'école à la maison,
systématiquement vont se faire attaquer en premier lieu, tu vois, la première salve, c'est de dire oui, mais la socialisation et tes enfants là, et puis vous êtes enfermés sur vous-même, vous voyez pas le monde, tu vois, ça c'est la première salve. Quand tu leur expliques, en fait, tu fais le tour du monde, que tu pars en bateau, que tu vas en forêt, tu vas à la montagne, que tu participes au club de judo, à la musique, etc., 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 et que tes enfants ont déjà vu 8 pays, etc. Là, tu as la deuxième salve qui arrive et qui te dit ah oui, mais ça, c'est pour les privilégiés, c'est ça, tout le monde ne peut pas se le permettre, etc. Donc finalement, tu vois, il y a 5 minutes, on t'expliquait que c'était un truc appauvri, une expérience éducative appauvrie. Et 5 minutes après, on t'explique que c'est une expérience réservée à une certaine élite privilégiée, etc. Donc, si tu veux, c'est une expérience appauvrie réservée à des privilégiés, tu vois. Alors, tout ça, tu es obligé de systématiquement t'en défendre un peu, tu vois. C'est ça le. Alors, c'est pour ça qu'il faut devenir un peu combattant, quoi, un peu mousquetaire, un peu pirate. Du coup, est-ce que tu arrives à nous expliquer un petit peu quelle est l'approche, quels sont les outils, quel est oui. Comment Alors, se produit en fait pour toi une piraterie éducative? ben c'est ça. L'approche, c'est que c'est Coluche qui disait si on veut que les gens soient intelligents, il faut commencer par les prendre pour des cons. Tu vois. Et voilà. Alors l'approche, elle est là. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun. C'est pas un modèle en fait la piraterie éducative au sens en disant voilà jour 1 faites ça, jour 2 faites ça, jour 3 faites ça, ça dites-le comme ça, voici les 4 phrases clés, c'est pas enfant mode d'emploi, tu vois, c'est pas ça du tout. Oui. C'est-à-dire que moi, tes enfants, je ne les connais pas, ta situation, je ne la connais pas, ton environnement, je ne le connais pas. Donc, je serais quand même bien malhonnête de te dire, fais comme ça avec tes enfants, vous allez voir, ça va marcher. Ça peut pas. Par contre, je peux t'accompagner, te poser des questions, t'aiguiller, te donner quelques grands principes qui vont faire que toi, tu vas être capable de trouver ta solution, en fait. Voilà. Si je te dis que, par exemple, au lieu de considérer tes enfants comme des petits chieurs qui sont là pour te pourrir la vie, tu vois, et te gâcher ton après-midi de repos, tu vois, et que je te dis, ben voilà, c'est un auteur québécois, Bergeron, qui avait écrit un livre qui s'appelait, à propos de ses enfants, comme des invités de marque, tu vois. Et voilà, si tu considères tes enfants comme des invités de marque, par exemple, eh ben oui, tu vas leur faire à manger parce que c'est tes invités, tu vois. Donc, alors, le fait que tu aies la responsabilité en tant que maman de leur faire à manger ne te donne pas le droit, comme si c'était des invités de marque, de leur dire tu finis ton assiette, tu sors pas de là tant que t'as pas fini, viens manger, si t'es pas là dans 5 minutes, j'enlève tout, tu l'auras demain au petit déjeuner, tu vois. Voilà. Parce que tu ferais jamais ça à ton frère, à ta sœur, à des invités, tu vois. Mais à tes enfants, je sais pas pourquoi, tu te crois autorisé de pouvoir le faire. Enfin, je dis tu, mais tu vois, je parle en général. Euh, de la même façon, tu les forces pas tu sais, à leur mettre un manteau s'ils n'ont pas froid, ou tu vois et le fait de considérer finalement tes enfants comme des gens normaux, quoi, tu vois, c'est-à-dire comme des gens qui sont respectables, qui sont à l'écoute de leurs besoins et qui sont capables d'exprimer s'ils ont faim, s'ils ont soif, ou tu vois, etc., ou s'ils ont sommeil, tu vois, permet tout simplement. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que, parce que j'entends déjà, tu vois, des commentaires, des gens qui disent, oh, mais alors, c'est les enfants rois, ils font n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. Un invité chez toi, c'est pas un invité roi qui fait n'importe quoi. S'il commence à éventrer le canapé ou à pisser sur les murs, tu vas lui dire non, tu vois. Et c'est pas parce que c'est un invité de marque qu'il a le droit de tout faire tout le temps, au mépris de tout et tout le monde, quoi. Donc voilà, et ça se passe plutôt bien quand tu as des invités à la maison, ils restent tu vois, quelques jours, on visite un peu, on sort, tu leur fais pas un cours sur Genève s'ils viennent découvrir Genève, tu les mets pas devant un tableau à leur faire un cours sur Genève, tu vois, tu vas sortir et tu vas découvrir le lieu, quoi. Bon, ben c'est la même, en fait, tu vois, une fois que tu as compris ça, alors là, tu vois, je t'ai pas donné de solution, je t'ai pas donné une méthode, je t'ai pas donné l'éducation en 4 étapes faciles, tu vois. Mais je te donne, tu vois, quelques principes sur lesquels tu peux t'appuyer pour finalement arriver à faire des choses simples et justes. Voilà. Et respectueuse de tous. Et respectueuse de tous, y compris de toi, parce que tu peux très bien, tu vois, toi, respecter le rythme des enfants, mais aussi demander à ce que ton rythme soit respecté. Moi, je suis
Tu vois là, aujourd'hui, je riais parce que j'étais à 4 heures du matin, j'étais en train d'écrire, etc. Tu vois, moi, voilà, ma condition d'écrivain fait que je me lève la nuit pour écrire. Mais effectivement, le soir, tu vois, en général, là, je suis vers 7, 8, 9 heures du soir. En général, c'est là, je plonge un peu, tu vois, parce que je suis levé depuis 4 heures du matin, tu vois. Donc, les enfants savent que s'ils ont quelque chose à me demander ou s'il y a quelque chose qui demande beaucoup d'attention, eh ben, le soir, je suis moins patient. Le soir, je suis moins. Voilà, je suis pas d'humeur, je suis fatigué, tout m'énerve, les bruits. Bon, pas tous les soirs, tu vois, mais voilà, si j'ai à faire quelque chose d'important, ben, c'est moins le soir que le matin. Voilà. Bon, ben, les enfants savent ça. Moi, j'ai toujours respecté leur rythme, ils respectent le mien. Des fois, je fais des tournées en France, en Suisse, des conférences là, je reviens, je suis sur le décalage horaire. Mais si eux sont restés à Montréal, et eux ne sont pas sur le décalage horaire. Donc ils comprennent très bien qu'on n'est pas sur le même rythme, quoi. Etc. etc. Donc voilà, on se respecte, tout le monde se respecte, et écoute, ça se passe plutôt bien, quoi. Et comment se passerait une journée type? Alors, tu vois, c'est là où je peux pas répondre, en fait, tu comprends? Parce Selon... que, voilà, une journée type serait le début d'un modèle, tu vois? Voilà, c'est ça. Mais je peux te donner un exemple, tu vois, si tu partais en voyage, tu vois, par exemple en famille, euh, voilà, mettons, il y a deux enfants, deux adultes, par exemple. On est 15 jours, je ne sais pas où, tu vois, d'un pays qu'on ne connaît pas. Euh, alors, est-ce qu'on a envie de ne rien faire pendant 2 semaines? Non, tu vois. Est-ce qu'on a envie de courir partout pendant 2 semaines? Non plus. Est-ce qu'on a envie de suivre un programme préétabli à la minute près pendant 2 semaines? Pas vraiment non plus. Mais on est là, tu vois, on est dans une auberge ou un hôtel ou je sais pas quoi, et on est là, tu sais. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait le matin? Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai repéré tel endroit où j'aimerais aller voir. Ben, moi, je suis fatigué, je vais plutôt rester. Voilà. Et donc, ça va se passer comme ça. Et vous allez vivre, vous allez apprendre, rencontrer, faire plein de choses. Vous allez avoir une expérience éducative extrêmement riche dans le respect de chacun. Voilà, et puis s'il y en a un qui veut aller voir tel musée parce que ça l'intéresse et que l'autre ne veut pas, eh ben on peut très bien, il y en a qui vont, d'autres qui vont pas, il y en a qui vont vouloir, qui sont réveillés tôt le matin et puis ils vont partir explorer la ville jusqu'à trouver la bonne boulangerie et ramener ce qu'il faut. Il y en a qui sont plutôt à aller le soir voir ce qui se passe dans les rues, etc. Voilà, donc euh, et au quotidien, avec les activités, les possibilités, etc., qu'il y a autour de chez soi, autour de sa maison, eh bien, on peut faire exactement la même chose. C'est Donc, il n'y a pas tant de journées type, quoi. Voilà, c'est ça. Et alors après, comment se passent les apprentissages là-dedans? Parce qu'on peut se dire, c'est bien beau de vivre à ce rythme-là, mais quand c'est qu'on apprend? Eh bien, tout le temps, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si tu reviens de ce voyage-là de 2 semaines, et en Thaïlande ou je sais pas où, et que je te dis ah ben c'était sympa ce voyage, mais vous avez rien appris quoi. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas possible, tu vois, de rien apprendre, et que tu es obligé d'apprendre en fait, et que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, le fait de vivre quelque chose fait que tu apprends. Donc, ben, c'est pareil pour les apprentissages, et y compris sur les apprentissages les plus académiques en fait, les apprentissages de l'écriture, de la lecture, des mathématiques, des choses très très concrètes et très académiques, se passent au fur et à mesure que la vie se déroule en fait. Et parce qu'on a besoin de lire à tel et tel moment, parce qu'on a besoin de laisser un mot à quelqu'un, ou d'appeler quelqu'un, ou de remplir un blog de voyage, ou etc., etc., ou de prendre des photos, ben, on apprend à régler techniquement son appareil. Voilà, toutes sortes de choses qui fait qu'on apprend, on apprend, on apprend au fur et à mesure de la vie, quoi. Et on ne met pas un dispositif artificiel dans le but d'apprendre. On vit, et parce qu'on vit, les apprentissages, c'est un effet secondaire, en fait, l'apprentissage. Et du coup, est-ce que tu préconises que les parents ont besoin de mettre quelque chose en place, justement? Je pense typiquement par rapport à l'exemple que tu as donné avec l'appareil photo. Ça m'arriverait au jour d'aujourd'hui, mon appareil photo tombe en panne. J'ai pas du tout les compétences parce que j'ai pas évolué dans cet environnement-là qui me stimulait à le réparer moi-même. Donc comment est-ce que tu peux, quand c'est pas trop ton domaine, Ouais. comment Ben, tu fais? écoute,
tu sais, il faut bien se déterminer des domaines. Si on veut se déterminer des domaines de compétences, il faut bien se déterminer des domaines d'incompétence. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux pas être compétent partout, tout le temps, sur tout. Tu vois. Moi, typiquement, tu vois, l'informatique et tout ça, il y a des gens, il y a une question un peu générationnelle, mais il y a aussi des gens de mon âge, tu vois, qui s'y sont mis à fond dedans et qui ont adoré ça. Moi, j'y vais toujours à coups de pied dans les fesses, tu vois. C'est quand tout le monde est là que je m'y mets, quoi, tu vois. Voilà. Mais sinon, ça me gonfle, tu vois. Bon, mais il se trouve que quand il y a besoin de faire quelque chose, tu vois, dans ce domaine d'incompétence que j'ai, eh ben, je vais aller, tu vois, chercher les apprentissages là où j'ai besoin, ou là où je sais que je peux les trouver. Tu vois, typiquement, la semaine dernière, non, pas la semaine dernière, le mois dernier, là, en tout cas, je sais pas quand, mon ordinateur, le clavier était totalement inopérant. Quand je tapais sur le clavier, il n'y a plus rien qui se passait, tu vois. Alors, tu vois, c'est un exemple, mais il se trouve que le frère de ma conjointe, lui, quand tu l'appelles pour lui dire j'ai un problème à l'ordinateur, tu vois, il est tout content, il est tout excité. Ah, enfin, un petit défi à relever, tu vois. Donc, il adore ça. C'est d'ailleurs son métier, en fait. Mais en dehors de ça, il aime ça, quoi. Et c'est vrai qu'il est extrêmement compétent. Et là, il a commencé à me dire, bon, ben là, à mon avis, c'est un truc physique. Alors, démonte ton ordinateur, va chercher tel truc, tu vois. Moi, démonter, bon, oui, utiliser le tournevis, ça va, mais tu vois, après, tu ouvres là, il y a des processeurs partout, etc. Eh bien, crois-le ou pas, puis il n'habite pas dans la même ville, tu vois. Donc, on était par téléphone en train de filmer nos réparations, c'est comme une opération chirurgicale à distance, tu vois. Eh bien, crois-le ou pas, c'était tout simplement, j'ai débranché un truc, je l'ai rebranché, puis le clavier a remarché, tu vois. Et c'était une poussière qui s'était glissée là où il fallait pas. Bon, eh bien, crois-le ou pas, je sais réparer tu vois, ou changer le clavier de l'ordinateur maintenant, etc. Bon, j'ai appris ça parce que je me suis tourné vers des gens comme... Bon, ben, c'est la même chose avec les enfants quand ils ont besoin de savoir des choses techniques, parce que, évidemment, on se dit, oui, mais alors l'école à la maison, ça demanderait que les parents aient toutes les compétences techniques, mais surtout pas. Parce que justement, toute la vie sociale est faite d'un réseau, et donc, moi, je ne sais pas, mais je connais quelqu'un qui sait, etc., etc. Et puis, les enfants qui font ce qu'on appelle l'école à la maison, en général, ne font pas l'école et ne restent pas à la maison. C'est-à-dire qu'ils sont toujours, justement, dans un atelier de manga ou dans, je ne sais pas quoi, ou au club de judo, ou, etc., etc. Ils font de la musique, ils vont à la piscine, ils vont dans des musées, ils font des sorties au théâtre, ils font, etc., etc. Donc, sur le lot, dans ces communautés-là, dans ces groupes-là, il y a toujours quelqu'un qui sait, quoi. Puis en dehors du groupe d'école maison, hein, on a tous des amis qui ont une compétence, qui au niveau de la mécanique, qui au niveau de la plomberie, etc. J'aurais presque envie de dire que c'est limite plus social, parce Ah, que mais c'est bien sûr. un seul référent Ah, qui a mais la bien même sûr. à Et tout. alors, non seulement c'est beaucoup plus social, mais c'est relié à la vraie vie, si tu veux. C'est-à-dire que quand il y a besoin de réparer un meuble ou de changer un robinet ou je ne sais pas quoi, c'est pas qu'on a créé une situation artificielle pour se dire aujourd'hui on va faire plomberie. C'est qu'il y a besoin de changer le robinet, tu vois. Donc, donc voilà, tout ce... Et donc oui, il faut avoir une vie. C'est sûr que ça ne veut pas dire de rester devant la télé, sur son canapé, à manger des chips toute la journée. Mais personne ne fait ça. Enfin, il y a peut-être des gens qui le font, mais personne ne veut, oui, tu le fais une après-midi parce que tu es fatigué, tu vois, mais je veux dire, voilà, il n'y a personne qui, sur des mois, des années, reste dans son canapé à manger des chips, tu vois. Et surtout pas les enfants qui ont une vie à vivre, quoi. Mm. Justement, tout ce qui est nouveaux troubles à la mode, des 10, dyslexie, 10, etc., Ouais. tout ce qui est TDA et tout ça, est-ce que tu fais un lien par rapport à cette éducation pirate ou pas trop? Oui, ben, c'est-à-dire que, là, bon, évidemment, on rentre dans des sujets très, très délicats parce que les gens qui vont nous entendre peuvent dire, bon, ben, c'est bien beau parce que toi, tes enfants, tout va bien, mais moi, tu sais... Alors, il y a une première analyse quand même qu'on peut avoir qui est que tous ces troubles-là sont toujours reliés à un environnement, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, l'hyperactivité, euh, est-ce qu'on est hyperactif dans l'absolu, hein, On est actif. ou, ou est-ce qu'on est hyperactif parce qu'on nous demande de rester assis 8 heures par jour dans une classe, tu vois? Tu vois, à Montréal, on a l'équipe de hockey sur glace, tu vois.
Il y en a aussi en Suisse, je sais. Tu vois, les types, ils débarquent sur la glace, ils sont là pour 14 secondes, tu vois, c'est des bombes de testostérone, tu vois. Tu vois, et les gars, ils courent partout, ils perdent 4 kilos par match, tu vois. Alors, ben eux, ils sont grassement payés, tu vois, pour être hyperactifs, en fait, tu vois. Tu vois. Et quand on fait des analyses d'hyperactivité, c'est jamais sur un terrain de sport ou dans les enfants dans la forêt ou des enfants dans la cour en train de jouer entre eux, ou etc. C'est toujours assis en classe que là, on les diagnostique hyperactifs. Tu vois. Donc, voilà, là, il y a quand même quelque chose à aller chercher là-dedans quand même, tu vois. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que ça pose pas de problème à certains parents, etc. Mais il faut quand même comprendre que c'est toujours en lien avec une forme d'environnement. Une fois qu'on a dit ça, justement, quand tu as la liberté du temps et de l'espace, parce qu'à l'école, évidemment, tu sais, c'est une liste à la Prévert là que j'ai déjà fait souvent, mais tu sais, tu choisis pas d'aller à l'école, tu choisis pas ton école, tu choisis pas les horaires, tu choisis pas le calendrier, tu choisis pas le programme, tu choisis pas la prof, tu choisis pas les autres élèves, tu choisis pas ta classe, tu choisis pas ta place, tu choisis pas le fait d'être évalué, quand tu vas évaluer, ni comment, ni la couleur du stylo avec laquelle tu vas être évalué. Alors là, évidemment, c'est un peu facile d'être hyperactif, tu vois. Tu vois, voilà. Et si tu as le choix du temps et de l'espace, alors évidemment, tu peux mettre en place des choses qui font que ça se passe autrement, quoi. Voilà. Euh, voilà, c'est ça. Et y compris sur les troubles de l'attention, de la concentration. Euh, tu vois, par exemple, si on prend les difficultés d'apprentissage, ça aussi, c'est toujours en lien avec un programme, avec un calendrier. Sinon, finalement, qu'un enfant sache lire à 6 ans, à 8 ans ou à 10 ans, c'est aussi pertinent que se demander si moi je vais apprendre à tricoter à 52, à 54 ou à 56 ans, tu vois. Ça n'a aucun sens. Et de dire, mince, je sais pas tricoter à 50 ans, je suis en retard, tu vois. Tu vois, ça a aucun sens, en fait. Alors, c'est pareil, un enfant qui, par exemple, ne sait pas lire, mais qui adore faire des mathématiques, mais, par exemple, il ne comprend pas les énoncés parce qu'il faudrait lire les énoncés de mathématiques, les problèmes ou les énigmes, ou peu importe. Eh bien, quand on a un enfant à la maison ou quand on s'en occupe avec le rythme que l'on souhaite ou qui lui est adapté à lui, on peut lire les énoncés et il peut faire des mathématiques. Mais s'il est en classe, le fait qu'il ne sache pas lire va aussi le mettre en retard en mathématiques par rapport aux autres élèves, etc. Alors voilà, donc on se retrouve. Alors, toutes ces difficultés-là sont bien plus faciles à résoudre. Premièrement, parce qu'on a un enfant ou deux ou trois à s'occuper, ce qui est un peu différent. Et deuxièmement, parce qu'on peut travailler énormément sur les forces et que ces forces-là vont permettre de travailler les faiblesses. Je mets tous ces mots-là, force et faiblesse, entre guillemets, quoi. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas vraiment de préparation d'activité euh, d'une journée avec nos enfants. C'est vraiment se laisser vivre et se laisser surprendre par... En fait, il peut, un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'au quotidien, ça peut être ça, mais effectivement, on peut prévoir de se construire une cabane ou je sais pas quoi, et là, du coup, ça demande peut-être un peu de préparation, d'aller chercher du matériel, ou planifier un voyage, faire le budget du voyage, créer un blog parce qu'on va écrire là-dessus, etc., etc., tu sais, donc... c'est les impliquer dans une vie déjà. alors, soit les impliquer dans ce que nous, on a prévu, soit s'impliquer dans ce que eux ont prévu, soit, tu vois, par exemple, c'est Jean Epstein qui faisait un peu cette liste aussi, où, par exemple, en tant que parent, ben, il parlait du jeu, tu vois, et alors il disait, ben, en tant que parent, tu peux jouer toi, c'est-à-dire, maintenant, si toi tu joues de la guitare, ben, rien ne t'empêche de jouer de la guitare, et les enfants, souvent, vont venir parce qu'ils sont intéressés par le fait que tu joues de la guitare. Tu peux euh, faire jouer, c'est-à-dire que là, toi, tu organises un jeu de piste ou je sais pas quoi, et là, tu les fais jouer. Tu peux jouer avec, tu vois, c'est-à-dire que là, on a un jeu de société, par exemple, et on applique les règles du jeu et on joue avec. Tu peux aussi euh, jouer avec, mais là, c'est eux.
qui ont déterminé un jeu. Tu vois, ils ont fait une cabane, et là, pour rentrer, il faut que tu dises le code, que tu fasses 3 fois le tour, etc. Tu peux aussi les laisser jouer, et les laisser jouer, eux, tout seuls. Tout seul, ou tout seul en groupe, mais en groupe d'enfants, etc., etc. Et donc, on a toutes ces libertés-là qu'on doit exploiter, qu'on doit explorer, qu'on doit laisser vivre, et évidemment qui ne sont jamais possibles en classe, quoi. Donc, on peut planifier des choses, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on peut aussi ne pas en planifier. Enfin, tu vois, là, mais tu vois, tout ça, encore une fois, j'aime bien l'image du voyage. Pense à ton voyage. Si tu vas, visiter un pays, tu vois, tu vas, je sais pas moi, à Montréal, bon, ben oui, tu sais avant de partir qu'il y a tel ou tel monument que tu veux voir, il y a tel ou tel espace que tu veux voir. Bon, ça ne veut pas dire que tu as tout planifié, mais tu sais que ça, tu as envie de le voir, tu vois, bon. Et donc, en fait, je dis des choses extrêmement simples. C'est juste qu'appliqué à l'enfance, on dirait que ça devient une science. Mais ce n'est pas une science, en fait, c'est un art de vivre, en fait. Je parlais avec une amie justement encore pas plus tard que ce midi et on s'est rendu compte lors de cette conversation à quel point déjà nous, quand on était enfants, après l'école, on faisait nos devoirs et on était directement dehors sur les places de jeu jusqu'à ce que nos parents nous appellent par la fenêtre pour le repas. Et à quel point au jour d'aujourd'hui, en tout cas ici à Genève, je vois de moins en moins de places de jeu habitées par les enfants, de moins en moins d'enfants à l'extérieur, de plus en plus cette peur de l'enlèvement ou peur de... Ben, Ouais. notre époque manque d'espace. Notre temps manque d'espace. Ça c'est sûr. Et écoute, d'espace libre, encore bien plus, en fait. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de rapports sociaux entre adultes et entre enfants dans un même immeuble ou dans un même quartier. Et je trouve Ben, que... c'est-à-dire que les rapports entre adultes et enfants sont le plus souvent hiérarchisés, en fait. Et il n'y a plus beaucoup de rapports normaux, en fait, tu vois, que l'enfant, ça c'est un truc typique, tu vois, des enfants qui font l'école à la maison, c'est qu'ils ne considèrent pas l'adulte comme un supérieur hiérarchique, tu vois. Alors qu'évidemment, les enfants qui vont à l'école voient toujours le prof, le directeur, etc., comme des supérieurs hiérarchiques. Et que quand l'adulte dit quelque chose, eh ben, il faut le faire, tu vois. Et, tu vois, quand moi, mes enfants qui n'étaient pas allés à l'école pendant 12 ans, en fait, et qui là sont dans des écoles, maintenant ils sont un peu habitués à la gamique, un peu, tu vois, mais pendant très longtemps, ils ne comprenaient même pas pourquoi un adulte leur donnait des ordres, tu vois. Et l'IM, l'autre jour, me dit je pense que la prochaine fois que je vais aller dans le bureau de la directrice, tu vois, et ce qu'il dit est pas fou, en fait, tu vois. Il dit, je vais mettre les 2 pieds sur son bureau, tu sais. Et parce que chaque fois il se fait punir ou qu'il va dans le bureau du directeur, de la directrice, chaque fois, évidemment, on n'est plus dans une époque où on dit il y a une discipline et tu fais ce que je te dis, tu vois, parce que c'est une école alternative en plus. Donc, ils sont toujours en train de dire on va faire un compromis, on va trouver tu sais, on va faire chacun son bout de chemin, tu sais, etc. Et, et donc, lui, il dit ben, moi, la prochaine fois que je vais aller dans son bureau, je vais mettre les 2 pieds sur le bureau. Et si elle me dit qu'est-ce que tu fais, tu peux pas faire ça, je dis ben, écoutez, on va faire un compromis, je vais en mettre qu'un, d'accord. Et comme ça, c'est moitié-moitié, vous serez contente avec ça. Et, et c'est ça, tu vois. Alors, ça paraît complètement fou, si tu veux, d'un point de vue, tu vois, si je le dis comme ça, mais c'est ça qu'on exige des enfants tout le temps, tu vois. Dire, ah, on va faire un compromis, mais ils ont aucun. C'est toujours l'adulte qui a le gros bout du bâton, comme on dit au Québec, tu vois. Et que, forcément, n'ayant aucun pouvoir, les compromis sont toujours, on le voit dans les entreprises, ça, les compromis sont le résultat de rapports de force. Or là, le rapport de force, il est que dans un sens, en fait. Donc, c'est du blabla, en fait, ces histoires de compromis. Tu vois. Oui, et généralement, c'est l'adulte qui décide, qui a le fin mot de l'histoire. C'est ça. Et ça se passe aussi dans les familles, hein, tu vois. Il y a beaucoup de parents qui fonctionnent comme ça aussi, tu vois. Et moi, c'est de ça, c'est pour ça que la méthode des. Enfin, la méthode, pas ouf. Excusez-moi. La proposition. Coupera au montage. Non, mais la proposition de l'éducation pirate, c'est.
tu vois, d'alerter sur toutes ces choses-là, mais sans te dire fais comme ça avec tes enfants, tu vois. Voilà, c'est ça que je propose. Je dis attention, là, c'est un domaine qui mérite d'avoir ce niveau de réflexion-là pour pas faire d'erreurs trop faciles, tu vois, là-dedans. Mais voilà, c'est ça, c'est que c'est pas une méthode, c'est que c'est, je t'alerte, je te donne des balises, je te donne des points de réflexion, mais je te dis pas comment faire. Donc, si tu cherches l'éducation facile en 3 étapes, si tu t'inscris à la formation des pirates de l'éducation, tu vas être déçu parce que, par contre, je vais t'amener à réfléchir à comment ça se fait que c'est toujours toi qui dis à table. Et pourquoi tu n'as pas demandé comme tu ferais avec n'importe qui si on était tu vois, entre adultes, de dire est-ce que vous avez faim, est-ce qu'on mange dans bientôt, tu vois, tu le ferais naturellement. Mais avec les enfants, tu le fais pas, tu vois, parce que l'enfant doit faire ce que l'adulte dit, quoi. Tu vois. Et alors, une fois que tu y as pensé pour la première fois, tu sais, une fois qu'on t'a mis le doigt dessus, tu dis ah ben oui, c'est vrai, tu vois. Mais si tu as ces sensibilités-là, sinon tu peux dire que c'est des conneries et tout ça, mais si tu as cette sensibilité-là, eh ben, tu te dis, ok, je tomberai plus dans ce piège-là. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je vais te donner, voilà, fais comme ça, etc. Mais oui, on aborde aussi dans la formation des matières académiques. Tu vois, par exemple, l'histoire, tu vois, etc. Je peux te dire, bon, ben voilà, apprendre des dates par cœur, tu vois. La fois où les Suisses ont cassé la gueule aux Français, 1515 Marignan. mais mais, euh, mais évidemment, c'est la façon la plus pauvre, en fait, d'aborder l'histoire, tu vois, parce que le rapport à l'histoire, il est toujours de comment se renseigner sur une époque où tous ceux qui l'ont vécu sont déjà morts, tu vois, et qu'il n'y a plus personne pour pouvoir nous en parler. Déjà, quand c'est un fait vécu récent, on voit qu'il y a 1000 interprétations, mais alors qu'on parle de trucs qui se sont passés au Moyen-Âge dans un autre pays, tu sais. Alors voilà, comment on peut faire cette enquête historique. Alors voilà, moi, je peux te sensibiliser à ça. Mais je te dis pas, alors l'histoire, premier jour vous faites ça, deuxième jour vous faites ça. Voilà, et c'est pour ça que c'est pas une méthode. J'ai vu aussi dans les derniers lives que tu as fait sur Facebook, qui parlaient des modèles pédagogiques, des Ah oui. différents modèles qui existaient, que ce soit Steiner, Montessori, Fernet, etc. Et voilà, j'encourage vivement tout le monde à écouter. C'était très, très, très intéressant. Ce que j'en ai vraiment tiré de ce live-là, c'était que la motivation crée plus d'énergie. Que plus un enfant est motivé et plus il va mettre de l'attention et de l'intention dans ce qu'il fait. Oui, puis c'est ça, c'est que le problème enfin, c'est pas un problème à la base, mais tous ces gens qui ont vu l'école arriver, en fait, parce que tous ces grands pédagogues, tu sais, sont Montessori, Steiner et la bande, sont tous nés en 1800 et quelques, tu vois. Et donc, ils ont vu s'imposer l'école aux enfants et ils ont tous tiré à leur façon des sonnettes d'alarme en disant on est en train de faire des bêtises là, tu sais, au niveau de l'éducation, etc. À la fois individuellement, mais à la fois socialement. Donc il y avait des tendances un peu médicales comme Montessori, mais il y avait des tendances sociales comme Ferrer, par exemple, avec ses écoles anarchistes et tout ça. Alors, euh, et ils ont tiré des sonnettes d'alarme, tu vois. Le problème de tous ces modèles-là et de tous ces grands pédagogues-là, c'est ils n'ont pas réfuté la condition d'élève de l'enfant. C'est-à-dire que euh, on a accepté l'idée que l'enfant devienne un élève. Tu sais. Et à partir de là, comment faire en sorte euh, que, euh, que ça se passe bien et que ça marche bien. Mais tu vois, on a déjà franchi un pas, tu vois. Par exemple, bon, je vais prendre un exemple un peu dégueulasse, tu vois, mais à l'époque de l'esclavage, tu vois, alors je dis pas que l'école c'est l'esclavage, mais disons que où on justifiait évidemment l'esclavagisme par toutes sortes
de lois naturelles, tu vois. Évidemment, les Blancs sont plus intelligents que les Noirs, on a une civilisation, une culture qui leur est supérieure. On parlait, tu vois, Jules Ferry, le père de l'école généralisée en France, parlait des peuples supérieurs et des peuples inférieurs, et du devoir des peuples supérieurs à aller éduquer les peuples inférieurs, tu vois, bon, etc., etc. Alors, à l'époque de l'esclavage, il y avait quand même des gens qui avaient compris que si l'esclave était bien nourri, qui dormait sur, tu vois, des lits confortables, etc., eh ben, il était plus performant dans les champs, tu vois. Alors, ils avaient une sorte de discours un peu humaniste, tu vois, qui est comme ça, que si on respecte les lois naturelles de l'esclave, eh ben, il performera mieux, tu vois. Alors, sauf que la question de base, c'est pas celle-là, tu vois. On peut se dire, oui, effectivement, si on respecte mieux les gens, ils avanceront plus vite, mais pourquoi à la base tu le considères, tu vois, voilà. On avait la même chose d'ailleurs des hommes sur les femmes, hein, tu vois, le fait qu'on leur confie pas certaines tâches, etc. C'était pour des questions qui avaient en partie des réponses naturalistes, tu vois, vraiment disant de taille, de force, etc. Et alors, là, aujourd'hui, bon, on a fait du chemin sur les couleurs de peau, on a fait du chemin sur les sexes, mais il nous reste encore un bout de chemin à faire sur l'âge, en fait, et que ce soit les jeunes ou les vieux, tu vois. C'est ça. Beaucoup de chemin à faire encore. Bah oui, c'est ça. Et donc, on avait du racisme, on avait du sexisme. Aujourd'hui, c'est l'âge de l'agisme, en fait. Et oui, c'est ça. Ben, ou la domination adulte. Tu vois, il y a plusieurs livres là, sur ces questions-là. Mais c'est ça. C'est l'agisme en fait. C'est-à-dire que j'ai le contrôle sur toi, pour, pas parce que je suis plus beau, plus fort, plus intelligent, ou même dans les écoles plus informées, parce qu'aujourd'hui, n'importe quel enfant qui sort son téléphone, il en sait plus que le prof. J'ai le pouvoir sur toi parce que je suis plus vieux que toi, en fait. Et ça va être vrai jusqu'à ce que moi je sois trop vieux et que toi tu aies le pouvoir sur moi parce que tu es plus jeune. Tu vois, c'est Moi, ça. c'est le jeu qui se met en place. Mm. Puis il y a aussi, comme en tout cas pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, on vit un monde industriel capitaliste. Euh, c'est un scoop. Euh, on a un rapport à la production, à la génération de richesse en fait. Euh, C'est-à-dire que tous les productifs ont un droit de regard sur tous les improductifs. Donc, les enfants, les vieux, les fous, les malades et les bandits, tu vois, sont tous enfermés dans des espaces disciplinés par le gouvernement. Tu vois, parce que tous les productifs ont le droit de gérer la vie des improductifs, en fait. Tu vois. Et mais c'est ça. Et donc, parce que sinon, il n'y a aucun lien entre les malades, les fous, les vieux, les enfants et les bandits. Tu vois, il n'y a aucun lien entre eux. Le seul lien, c'est qu'ils sont improductifs, en fait. Voilà. Donc, on a ce droit, moi, en tant que créateur de richesse contribuant au PIB, de pouvoir. Euh, et on le voit, par exemple, tu vois, je suis un peu l'actualité suisse, mais je la suis encore plus en France, où on voit, par exemple, le pouvoir que les riches veulent exercer sur les pauvres. Par exemple, quand, pour toucher les minima sociaux, il faudrait que les gens fassent des travaux d'intérêt général, tu vois. Parce que le riche, lui, sait que le pauvre, c'est une espèce de feignant et que donc, finalement, moi, en tant que riche, je dois avoir un regard, un pouvoir sur le pauvre, tu vois. Et donc, ce rapport de productif à improductif, vraiment, irrigue toute la société. Et évidemment, les enfants sont les improductifs par excellence. Alors, par contre, comme ils risquent de devenir productifs à un moment donné, on essaye, tu vois, de faire quelque chose avec. Quoi. Voilà, c'est ça. Un peu malsain. J'ai vu aussi dans un de tes lives du 6 janvier 2021, tu parlais justement des bienfaits de la nature. Ah oui, hein. Donc, Eh oui. sortons de nos enfermements et allons un peu plus en nature, du coup. Eh oui, oui, ben là, évidemment, moi, j'ai tout un historique autour
autour de l'éducation à l'environnement, et j'ai été donc longtemps animateur, j'ai géré des centres qui accueillaient des classes vertes, mais j'ai un brevet d'État en France d'animateur nature-environnement, j'ai travaillé 4 ans à la chaire de recherche du Canada en éducation relative à l'environnement. J'ai été sur les comités scientifiques de plusieurs congrès mondiaux en éducation à l'environnement, etc., etc. Donc, comment dire, voilà, j'ai un long CV dans ces domaines-là. Et c'est vraiment pour des questions essentiellement environnementales que je trouve que justement l'oppression écologique, l'oppression de temps et d'espace qu'il y a dans les écoles doit être combattue en fait. Et, euh, et oui, la nature, d'un coup, finalement, tu sais, quand on va dans la nature, c'est une erreur de dire je vais en nature. En fait, c'est qu'on revient en nature. En fait. C'est un retour parce que nous, on est quand même des êtres éminemment naturels. Tu vois, on sait artificialiser la vie, puis on réussit à éclairer notre tanière la nuit. Là. Mais, euh, mais disons qu'à la base, l'essentiel de l'histoire de l'humanité, ça se passe quand même pas mal dehors. Quoi, tu vois. Donc, et si c'est pas totalement dehors, c'est au moins en lien avec les événements qui se passent dehors. Quoi. Euh, Là, on voit par exemple dans certains bureaux, dans certaines universités, où dehors il peut se passer n'importe quoi. Tu es hors sol en fait. Tu vois, à l'UQAM, tu vois, l'Université du Québec à Montréal, moi j'ai eu des cours dans des bureaux, il n'y a pas de fenêtre. Tu vois. Donc, voilà, il peut neiger, il peut pleuvoir, il peut, je sais pas, se passer n'importe quoi dehors. T'as aucun lien avec ce qui se passe dehors, quoi. Donc, ça, dès qu'on va en nature, on... Et moi, je l'ai fait tu sais, avec des enfants qui n'avaient jamais vu la nature, hein, qui avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans, et qui venaient de leur banlieue à Paris ou des choses comme ça, ou de leur quartier, et qui découvraient. Et pour eux, la nature, c'est un milieu hostile, tu vois, dans tous les premiers temps, parce que c'est comme pas évident, tu vois, de se retrouver avec aucun repère connu. Mais même eux, qui avaient aucun référent, en fait, on finit par trouver ça chouette, tu vois, parce que tout simplement, c'est pas très long avant, sans être essentialiste là, mais je veux dire de renouer avec des choses qui sont dans nos gènes. Et puis ces gènes-là, tu sais, sont quand même assez. On a comme l'impression on les utilise pas, alors on a comme l'impression qu'ils sont pas là, mais on est génétiquement marqué, tu sais, par notre vie en nature, tu sais. Moi, j'ai eu quelques expériences parce que je suis éducatrice Montessori de formation aussi. Et les jours où on partait justement en forêt, parce qu'on a fait du forest school, euh, c'était extrêmement intéressant de voir à quel point les enfants, au début, étaient dans l'attente que quelque chose se passe, que Ah l'adulte oui. leur dise quoi faire. Et c'est ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans ton live, c'est que voilà, tu nous dis laissez les enfants totalement libres. Et puis voilà, j'ai quelques livres si jamais vous avez envie, j'ai quelques Des loupes loupes, des boîtes, ouais. envie, quelques cordes si jamais vous avez envie. Et on se retrouve à 4 heures pour faire le point dans la Mhm. classe parce qu'il le faut. Et, euh, et je trouve ça vraiment impressionnant qu'il y ait autant oui, autant de créativité, autant d'imagination qui est en champ libre, Mhm. exprimée dans un cadre, comme tu disais, qui est a priori un peu hostile, un petit peu qui Mhm. change quand même du quotidien et puis qui évolue aussi au Mhm. fil des saisons, au fil des semaines. Oui, et puis, tu vois, c'est ça, c'est que la nature, en fait, à partir du moment où tu vas dans la nature en tant qu'adulte avec une intention éducative, tu viens de laminer toutes les aspirations naturelles que les enfants. Tu vois, dernière fois, à l'époque où les musées étaient ouverts, ça, à Montréal, on a le jardin botanique, on a le biodôme et tout ça. Et alors, au jardin botanique, tous les ans, il y a une activité qui s'appelle Papillons en liberté. Donc, en fait, c'est une espèce de grande serre, là, mais qui est quand même, on peut rentrer des centaines de personnes dedans. Là, il y a des milliers de papillons, en fait, qui volent en liberté là-dedans. Et donc, quand tu te balades là, ben, les papillons viennent se poser sur toi, etc. Donc, il y a vraiment. Et il y a peut-être 50 ou 100 espèces de papillons. Donc, il y en a quelques-uns assez rares parce que
Il y en a qui sont transparents, tu sais, il y a des papillons transparents. Ouais, alors ça, pour les voir, ceux-là, tu vois, c'est compliqué. Mais, enfin, voilà. Et donc, bon, ben, c'est la sortie de beaucoup de groupes scolaires, de beaucoup de, tu sais, de garderies, tu sais, chez nous, on a les centres de la petite enfance, tu vois, des enfants entre 3 et 5 ans, tu vois, qui vont là, bon. Et c'est chouette, tu vois. Alors, tu vois, la dernière fois qu'on était là, il y avait une éducatrice qui avait fait son travail et qui avait parlé des papillons avant, et qui avait présenté tout ça, et qui avait préparé la sortie, tu vois. Et là, on arrive devant un panneau où il y avait des chrysalides, tu vois. Et donc là, tu as tous les 7, 8, 10 enfants qui étaient avec elle. Dit, ah, vous voyez, ça, c'est, vous vous rappelez, on en a parlé l'autre jour. Alors, qui c'est qui s'en rappelle? Ça, c'est la crise. Ah, je l'ai entendu, la crise. Bon, voilà. Alors, pendant qu'elle fait ça, euh, eh ben, évidemment, les enfants, tu sais, faut voir le truc, il y a des centaines de papillons qui te tournent autour, là, tu vois. Donc, les enfants, évidemment, sont attirés, tu vois, par les couleurs, les mouvements, le papillon que vous n'avez pas vu qui d'un coup s'envole, etc. Mais là, il faut que tout le monde s'arrête de vivre, tu vois, et de vivre cette expérience-là pour répondre. Tu sais, Martin, regarde ce que je te dis, là, regarde. Alors, on a dit la crie, là, tu vois, voilà. Et donc là, tu es en train, tu vois, c'est un crime, ça, pédagogiquement, tu vois. C'est sur la créativité des enfants, sur l'émerveillement des enfants, sur ça. C'est dramatique, en fait, tu vois. C'est un crime, entre guillemets, mais qui est commis contre l'enthousiasme de l'enfance, en fait. Tu vois, tu as des enfants de 3, 4, 5 ans qui voient des papillons partout, tu vois. Et là, toi, tu leur dis non, non, arrêtez de regarder parce que là, je voudrais que le petit exercice que je vous ai fait en classe la semaine dernière serve à quelque chose et qu'elles se sentent affectivement renforcées, tu vois, en disant je suis une bonne éducatrice, tu vois. Voilà. Et donc, si tu veux, c'est elle qui a la maturité affective d'un nourrisson de 6 mois, tu vois, par rapport à ça, tu vois. Parce que le reste, sinon, ça se comprend pas, tu vois. Voilà. Donc, voilà. Donc, et c'est ça, tu vois, quand tu es dans la nature, surtout arrêter de lire tes fiches, quoi. Mm. De prévoir. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu ça, tu vois, moi, que je reproche à des modèles, même en classe, tu vois, et y compris, bon, sans vouloir, tu vois, Montessori ou d'autres, peu importe, mais quand, pour moi, il y a une attente de l'adulte qu'aujourd'hui, on va sortir tel matériel et que ce matériel va être utilisé de telle heure à telle heure, comme ça, tu vois, etc., ben, tu vois, c'est-à-dire que quelque part, non seulement tu viens de normer l'activité, mais qu'en plus, tu en as un certain niveau d'attente, en fait, tu vois. Et donc, on rentre dans des logiques de celui qui arrive et celui qui arrive pas, celui qui performe, celui qui performe pas, celui qui performe mieux que lui, mais moins bien que l'autre, etc., etc. Et donc là, tu viens de mettre le doigt dans autre chose que des apprentissages naturels. Voilà. Voilà. Thierry, dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver? Euh, chez moi, à Montréal, si vous venez boire l'apéro, mais sinon, sinon, de façon virtuelle, un peu partout, même si j'y vais un peu à reculons. Alors, j'ai un compte, j'ai une page Facebook. Il y a évidemment la formation des pirates de l'éducation. Il y a aussi une page Facebook là-dessus. Il y en a un groupe Facebook. J'ai une chaîne YouTube, j'ai des comptes Instagram aussi du même nom. Donc, bon, je pense que si vous tapez Thierry Pardo dans votre moteur de recherche, vous n'aurez pas de mal à me trouver. Sinon, la formation en tant que telle est pas toujours ouverte, mais vous pouvez toujours, si vous arrivez à un moment où elle n'est pas ouverte, vous mettre sur une liste d'attente et puis on vous écrira quand ça va ouvrir. Euh, donc la formation, on mettra l'adresse peut-être sur la vidéo. Donc, et voilà, et c'est une formation qui se passe de façon autonome, en fait. Une fois que vous êtes inscrit, vous l'avez à vie et vous pouvez la découvrir étape par étape. Il y a 7 étapes, il y a 35 modules, il y a plus de 10 heures de vidéos, il y a des forums,
il y a un carnet de route, il y a, bon, il y a des vidéos animées aussi. Il y a, bon, donc il y a toutes sortes de choses en fait qu'on peut. Et l'idée, c'est d'arriver à cet accompagnement-là qui vous permet de fabriquer petit à petit, module après module, les chaussures dans lesquelles vous êtes bien, qui vous font pas mal aux pieds, quoi, pour pouvoir partir en chemin avec vos propres chaussures. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. C'est vraiment ça le. Parce que je ne pouvais pas faire une formation qui aurait fait de vous des premiers de la classe du unschooling, tu vois. Ça aurait été un peu idiot, quoi. Tu vois, donc voilà. J'ai aussi une petite question concernant ton dernier bébé qui est Ah oui? arrivé récemment. Est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous, avec ton nouveau livre? Ouais, ben écoute, moi j'ai. Bon, tu sais, comme tous les gens qui aiment la vie, on a souvent plusieurs vies en une. Et alors, c'est ça, j'ai toute une activité, on va dire, autour de l'éducation, à la fois de chercheur, d'auteur. Donc, j'ai plusieurs livres qui parlent de ces questions-là, évidemment. J'ai aussi, oui, j'ai aussi un site qui s'appelle Une éducation sans école, et puis dans lequel vous avez tous ces livres-là qui sont présents. Mais j'ai aussi toute une activité littéraire qui n'est pas directement liée, en fait, à l'éducation en tant que telle, mais qui est quand même en lien avec tout ce que je peux vous raconter, tu vois. Alors, bon, j'ai eu plusieurs vies un petit peu dans cette vie-là, notamment, bon, j'ai beaucoup bougé, beaucoup voyagé, et j'ai eu toute une période itinérante, en fait, où j'ai dormi dans des foyers d'urgence, j'ai fait la Manche, j'ai fait du stop, j'ai dormi dans des abbayes, j'ai dormi bon, dans des églises, enfin bon, etc., etc. Et, et donc, dans ce livre-là qui s'appelle Quelques instants d'éternelle errance, ou d'errance éternelle, chaque fois je me trompe, qui est aux éditions Le Être Myriadis, je raconte, et c'est une réflexion philosophique, sur l'errance à partir de mon expérience, mais aussi à partir de ce que ça donne d'intensité de vie, de courage à vivre, de partage, et de ces humanités finalement qu'on regarde un petit peu de loin quand on n'en fait pas partie, il y a des gens dans la rue et tout ça, mais quand on les fréquente et quand voilà on trouve comme dans pas mal de milieux le meilleur et le pire, quoi, voilà, bah, je narre un peu les deux que j'ai pu rencontrer, puis voilà de ma vie de vagabond, quoi, voilà. Donc celui-là, j'ai d'autres livres comme Petite géographie de la fuite ou Weedon ou La vie dans les bois, qui parlent pas directement d'éducation, mais qui parlent de ces expériences en fait, qui fait qu'aujourd'hui, c'est souvent on m'invite par rapport à mon CV académique, mais très rapidement, soit je parle de mes expériences de papa, soit je parle de ces expériences à partir, si tu veux, de ces expériences de vie qui m'ont donné quand même un regard sur le monde et sur l'espace et sur le temps, voilà, qui fait que que finalement on arrive à une certaine forme de sérénité, quoi. C'est super. En tout cas, bravo pour cette dernière. Ah ben merci, merci, merci. C'est un tout petit livre, mais qui est dense. C'est dans la même collection que Au nom du pire, tu sais, qui était un livre. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais il est sorti en janvier dernier, celui-là, aux mêmes éditions, Le Être Myriadis. Et Au nom du pire, c'était la façon dont l'école s'imposait comme une religion. Tu vois, alors c'est un livre un peu radical, mais mais euh, mais qui est pas injuste. Voilà, il dit les choses de façon un peu crue, mais il n'est pas injuste, tu vois. Et quand il y a, tu vois, il y avait eu le ministre Blanquer en France il y avait un mouvement de grève des profs qui refusait de corriger les épreuves du bac en France, ce que vous appelez la maturité, je pense, c'est ça. Voilà.
Et donc, le ministre avait dit, il y a quelque chose de sacrilège dans ce qui est en train de se passer, tu vois. Et donc, il faisait ce rapport au sacré, tu vois, pour parler de l'école, etc. Et donc, voilà, tout ça alimente l'idée que l'école, en France, en tout cas, au moins, ce rapport au sacré, quoi. Voilà, donc c'est tout ça. Donc, oui, c'est ça, je continue à travailler là-dessus. Puis, il y en a un prochain qui va sortir au printemps et qui s'appellera De la piraterie en éducation. Donc là, je pense que le titre est assez parlant. En tout cas, je t'encourage vraiment dans tes projets et je me réjouis de les découvrir. Ben merci, merci, Merci merci. beaucoup pour ton temps, pour cette générosité et puis je me réjouis vraiment de la suite des événements. Ben oui, moi aussi j'ai hâte de voir comment tu vas pouvoir déployer tous tes entrevues, tes intervenants et de me nourrir aussi de tout ça. Merci. Ça va être très très chouette, tu verras. Bon, super. Super, merci beaucoup Thierry. Eh ben avec plaisir, avec Et puis, plaisir. vous pouvez le retrouver donc sur Facebook, sur les réseaux sociaux et tout ça sera bien évidemment dans les commentaires. Merci beaucoup à tous et très bonne fin de journée. Au Bye. revoir. Au revoir.